Caroline, aimez-vous l'argent? Oui, oui, je crois que, bon, de toute façon, tout le monde aime l'argent. Je crois que dire qu'on n'aime pas l'argent, c'est un peu facile. C'est un peu cracher dans la soupe. Aujourd'hui, la majorité des personnes travaillent pour gagner de l'argent. La preuve, je suis sûr que si on vous offrait 1 milliard de dollars, vous arrêterez de travailler. Mais malgré ça, combien d'entre elles comprennent réellement ce qu'est l'argent, d'où il vient et comment il fonctionne? Ça va faire 4 ans que je m'intéresse au Bitcoin et ça m'a permis de répondre un petit peu mieux à toutes ces questions. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part de tout ce que j'ai appris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on définisse le concept même de monnaie. Au commencement, ça n'existait pas, donc les premières civilisations s'échangeaient des marchandises avec le troc. Mais ce système a rapidement présenté des limites. Par exemple, si un individu voulait échanger une poule contre 2 poissons, il fallait qu'il s'assure de trouver une autre personne en mesure d'échanger 2 poissons contre une poule. En fait, il n'y avait tout simplement pas d'intermédiaire pour s'échanger des produits, ce qui ne facilitait pas vraiment les échanges. Un autre problème, c'était le caractère périssable des marchandises, qui empêchait la notion de stockage, puisque un bien acquis n'était pas acquis dans le but de l'accumuler, mais de le consommer. Donc ces deux principales raisons ont amené le troc à petit disparaître au profit de monnaie. On a vu passer des coquillages, du sel, d'où vient le mot salaire d'ailleurs, de l'or jusqu'aux billets de banque qu'on utilise aujourd'hui. Du coup, la valeur du travail, au sens large du terme où on est utile pour les autres, s'est vue être récompensée de plein de façons très différentes. Ce qui nous amène à définir une monnaie comme une technologie qui a su évoluer avec le temps dès qu'elle a présenté des problématiques. Alors oui, c'est étrange de s'imaginer toutes ces évolutions parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui semble être normal, comme si tout avait toujours été ainsi. Mais non, c'est pas le cas. D'ailleurs, juste pour rappel, le dollar américain n'existe que depuis 1972 et l'euro depuis 2002. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est que dalle. Pour en venir à la monnaie, ce qu'il est important de retenir, c'est que cette technologie a 2 rôles essentiels. Le premier, c'est de transférer de la valeur acquise dans l'espace, notamment en servant d'intermédiaire pour que les individus se payent en échange de biens ou de services. Et le second rôle, c'est de transférer de la valeur acquise dans le temps, donc en préservant le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité à pouvoir acheter des choses au fil des années. Et c'est là où on rencontre un premier souci. Alors ça va pas être simple, donc accrochez-vous, je vais essayer d'expliquer ça le mieux possible. Dans le système monétaire actuel, la quantité totale de monnaie n'est pas fixe. On sait par exemple qu'il y a plus de dollars aujourd'hui qu'il y en avait il y a 1 an. Cette émission de nouvelles monnaies est à l'initiative des États, donc avec la Réserve fédérale pour le dollar américain et la Banque centrale européenne pour l'euro. Concrètement, quand on entend que les États s'endettent, c'est lorsqu'ils mettent davantage d'argent en circulation dans l'économie. Alors de là, il y a plusieurs écoles. Ceux qui vous diront que c'est nécessaire pour stimuler la croissance, et ceux qui vous diront que c'est voué à la catastrophe. Mais une chose est sûre, c'est que si on augmente l'offre d'un produit avec un niveau de demande similaire, son prix baisse. C'est une règle économique. Dans le cas de la monnaie, si on augmente sa quantité, eh bien elle va perdre de sa valeur. On va prendre un cas concret pour que ça soit plus parlant. Aux États-Unis, en 2008, un Big Mac, ça valait 3,57 $. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, son prix est de 5,66 $. Si on regarde maintenant la quantité de dollars en circulation entre ces deux périodes, on remarque que celle-ci a considérablement augmenté. Alors c'est un très gros raccourci, mais en gros, c'est cette augmentation de la masse monétaire qui a provoqué une hausse du prix du Big Mac. Bien sûr, il faut aussi se dire que durant cette période, les salaires ont eux aussi augmenté, ce qui permet aux gens de consommer de façon plus ou moins similaire. Mais on fait quand même face à une grosse problématique, puisque avec ce modèle, eh bien, il est impossible de préserver la valeur de son argent dans le temps. Pour reprendre mon exemple, si vous aviez mis 10 000 $ de côté en 2008 et que le taux d'inflation global sur 13 ans était de 3,56%, eh bien c'est comme si aujourd'hui, en 2021, vos 10 000 $ de 2008 valaient 6 240 $. Alors c'est dur. C'est dur de se dire qu'à vouloir économiser de l'argent, on en perdrait sans l'avoir réellement décidé. Ce qui nous amène à parler du Bitcoin. La proposition Bitcoin a fait son apparition en 2008, à la suite de la crise des subprimes, par une personne ou un groupe de personnes connu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Ce qui a motivé ce fameux Satoshi Nakamoto à créer le Bitcoin au départ, c'est cette conviction que cette crise financière mondiale était bien plus liée à des intérêts politiques qu'économiques. Son idée, ça a donc été de créer un système plus juste, mais surtout indépendant, qui se présenterait comme une meilleure alternative face au système bancaire existant. Voilà en gros de quoi le Bitcoin est né. Bon, aujourd'hui on aime le définir comme une monnaie numérique, libérée des intermédiaires comme la banque ou l'État, mais avant de creuser là-dessus, il faut que vous reteniez une chose qui est indispensable sur le Bitcoin. Il n'y en a que 21 millions, et pas un de plus. Si on reprend notre explication, avec les monnaies classiques qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle d'ailleurs aussi les monnaies fiat, la masse monétaire est infinie, parce que les États sont constamment amenés à en créer davantage. Du coup, comme on l'a dit, la valeur de ces monnaies chute avec le temps, et le prix des biens et services augmente constamment. Dans le cas du Bitcoin, on parle de rareté, parce que sa masse monétaire est finie et déterminée dans un protocole informatique qui dit qu'il n'y en aura que 21 millions. Donc à l'inverse, si la demande de Bitcoin est ininterrompue,
eh bien son prix en dollars ne peut que croître avec le temps. Pour que la demande soit ininterrompue, c'est simple, il faut soit qu'il y ait des nouvelles personnes qui en achètent, soit que des personnes qui en ont déjà en rachètent. Dans un contexte où aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la technologie qui est derrière le Bitcoin et où les États injectent en masse de la monnaie dans l'économie, notamment avec la crise du Covid, eh bien ça me paraît très compliqué de rompre cette demande. Donc déjà à partir de ça, on peut considérer que le Bitcoin est une meilleure alternative aux monnaies fiat pour stocker de la valeur dans le temps. Mais au-delà de ça, pour qu'un système monétaire fonctionne, il faut que ses utilisateurs aient confiance dans la monnaie. Donc creusons un petit peu sur les fondamentaux du Bitcoin et voyons comment ça se passe concrètement. Comme on l'a vu, aujourd'hui, ce sont les États qui apportent la confiance aux monnaies fiat. Dans le cas du Bitcoin, cette confiance, elle est apportée par ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, ce sont simplement des individus ou bien des entreprises qui apportent de l'énergie électrique à des petits boîtiers électroniques qui sont connectés au réseau Bitcoin. Le processus est plutôt simple. En fait, l'énergie électrique qui est apportée par les mineurs va permettre d'exécuter des calculs mathématiques assez compliqués, donc comme s'ils résolvaient des Rubik's Cube, pour par la suite permettre de valider ou non des opérations. Pour qu'une opération soit validée, le mineur va se charger de vérifier que l'utilisateur a bien ses fonds et qu'il ne les a pas déjà utilisés pour justement payer quelque chose d'autre, afin d'éviter un acte frauduleux de double dépense. C'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Une fois validées, ces transactions vont être inscrites dans un bloc et il ne sera plus possible de revenir en arrière ou d'annuler ces transactions. Maintenant, quand on entend parler de blockchain, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, il faut s'imaginer un grand registre qui répertorie toute cette suite de blocs de transactions. Dans le cas du Bitcoin, cette blockchain est publique, ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. Donc si on résume tout ça, en fait, le réseau Bitcoin appartient à tout le monde et à personne en même temps. La question qu'on peut se poser, c'est quel intérêt vont avoir les mineurs à payer de l'électricité pour faire fonctionner le réseau Bitcoin. Et bien sur chaque opération validée par le mineur, celui-ci va toucher une petite commission qui va lui permettre de couvrir ses frais et de faire un petit peu de bénéfice. Mais aujourd'hui, la majorité des mineurs cherchent à gagner autre chose. Rappelez-vous de la chose essentielle à savoir sur le Bitcoin. Il n'y en a que 21 millions. Seulement à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a à peine 19 millions en circulation. Et lors de la première transaction faite par Satoshi Nakamoto, il n'y en avait qu'1 million. Pour que vous compreniez mieux, il y a toutes les 10 minutes un nouveau bloc de transaction qui est créé par un mineur tiré au sort. Et ce mineur tiré au sort va être récompensé par X nouveaux bitcoins émis. Et je dis X parce que ce chiffre n'est pas constant. Il est divisé par 2 tous les 4 ans. Oui, le bitcoin c'est des maths en fait. Au départ, X correspondait à 50 nouveaux bitcoins émis. Puis 4 ans plus tard, X correspondait à 25. Puis 4 ans plus tard, X correspondait à 12,5. Jusqu'à aujourd'hui, où toutes les 10 minutes, il y a 6,25 nouveaux bitcoins qui sont émis. Et lors de la prochaine fraction, on sera à 3,125. En se basant du coup sur ces calculs et sur ces projections, les 21 millions de bitcoins seront normalement émis aux alentours de 2140. Cette scission de nouveaux bitcoins émis s'appelle le halving. Et lorsqu'on jette un œil au cours du bitcoin, on remarque qu'à chaque fois que cet événement a eu lieu, celui-ci a connu une forte période haussière qu'on appelle aussi le bull run. Ça me pousse du coup à vous parler de la volatilité. Parce que oui, la première chose que vous dira une personne qui a entendu parler du bitcoin mais qui n'est pas trop renseigné, ça sera son prix varie énormément, c'est trop volatile. Et c'est en partie vrai. Mais à partir de là, ce qu'il faut se demander, c'est quoi penser de cette volatilité. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Déjà, la première chose à préciser, c'est qu'il n'existe pas de réserve de valeur qui soit stable, parce qu'elles sont souvent indexées sur le cours des monnaies fiat, qui, comme on l'a vu un peu plus tôt, ne sont elles-mêmes pas des réserves de valeur. Maintenant, si on fait des comparaisons et qu'on regarde d'un peu plus près le cours d'un des plus anciens actifs qui existent, c'est-à-dire l'or, on peut remarquer que lui aussi est en soi volatile. Bon, dans une moindre mesure que le Bitcoin, c'est sûr, mais ça s'explique du fait qu'il a su faire ses preuves au fil des siècles, voire même des millénaires, et que les gens ont appris à faire confiance dans ce placement pour protéger leurs économies. Pour être un peu plus précis et parler avec des chiffres, la capitalisation totale de l'or aujourd'hui correspond à 12 500 milliards de dollars, là où celle du Bitcoin correspond à peine à 1000 milliards de dollars. Donc ce qu'il faut essayer de s'imaginer, c'est que le Bitcoin, c'est comme l'or à ses débuts, et que sa volatilité tend à se réduire au fur et à mesure que sa capitalisation grossirait. Surtout que, pour ouvrir une petite parenthèse, le Bitcoin et l'or se ressemblent sur plein de points. Déjà, dans un premier temps, l'or, comme le Bitcoin, est rare, dans le sens où son stock est limité. Pour l'anecdote, si vous rassembliez tout l'or présent sur Terre, vous pourriez le stocker dans un cube de 21 mètres de côté. C'est d'ailleurs pour cette raison que le financier américain JP Morgan disait que l'or, c'est la monnaie et que tout le reste, c'est du crédit. Mais malgré sa capitalisation beaucoup plus petite, le Bitcoin paraît quand même être meilleur que l'or sur 2 points. Dans un premier temps, il est plus facilement transportable, parce qu'il est dématérialisé et décentralisé. Et dans un second temps, il est plus facilement divisible, parce qu'on peut couper un Bitcoin jusqu'à 8 chiffres après la virgule.
ce qu'on appelle des sats. Un bitcoin, c'est égal à 100 millions de sats, pour la référence à Satoshi Nakamoto, qui s'est d'ailleurs probablement inspiré de l'or dans sa conception du bitcoin. Mais aujourd'hui, de façon purement technique, l'or ne semble être que le bitcoin en moins bien. Pour en revenir à la volatilité, je tiens également à préciser qu'il y a, à mon sens, quelque chose de plutôt sain en elle. Je m'explique, à chaque fois que le bitcoin connaît une forte croissance, c'est souvent surmédiatisé, et du coup ça permet à de nouvelles personnes de s'y intéresser. Alors évidemment, sur 100 personnes, il y en aurait peut-être 95 qui seraient là juste pour spéculer et pour essayer de faire des profits. Mais il y en aurait peut-être aussi 5 autres qui justement creuseront pour comprendre ce qu'il y a vraiment derrière le bitcoin. Et c'est ça qui a, et qui va continuer selon moi, d'augmenter le nombre de personnes qui croient en cette monnaie. En fait, la volatilité agit un peu comme une campagne marketing. Tout est une question de point de vue. D'ailleurs, à ce propos, certains pays ont décidé de regarder ça d'un autre œil, comme par exemple l'Argentine, où le taux d'inflation moyen sur les 3 dernières années est de près de 50% par an. On se demande ce qui est vraiment volatile ici. Et du coup, pour faire face à cet accroissement de la pauvreté, de plus en plus d'Argentins prennent le risque de miser sur le bitcoin pour préserver leur richesse. J'ai bien dit risque car même si le bitcoin semble être une solution à plusieurs problèmes, son adoption par nos gouvernements n'est en aucun cas une garantie, parce qu'ils y perdraient un pouvoir, le pouvoir monétaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un pays comme le Salvador, qui n'a jamais été souverain de sa monnaie, qui a utilisé comme monnaie légale le dollar américain, a décidé de faire le pari du bitcoin en redonnant ce pouvoir à son peuple. Cette décision peut être incomprise par certains gouvernements, mais on dit qu'être en avance, c'est être incompris par la majorité. Alors, est-ce que de plus gros États pourraient renoncer au contrôle de leur monnaie? C'est une question ouverte que je pose et je pense que toutes les réponses seraient à nuancer. Une chose reste pour moi évidente, c'est que dans 10 ans, soit le bitcoin aura disparu, soit il vaudra plusieurs millions. Tout simplement parce qu'un dollar, ça ne vaudra plus rien. Au vu de la taille du réseau Bitcoin, je parierais personnellement plus sur la deuxième option. D'autant que la technologie blockchain qui a été introduite par le Bitcoin est une véritable révolution. Elle est à la confiance, ce que l'internet est à la communication. D'où cette ébullition de nouveaux projets, comme les NFT ou la finance décentralisée, qui sont rattachés à cette dernière. Donc je serais ravi de vous parrainer sur Binance pour que vous puissiez acheter vos premiers bitcoins en profitant d'une réduction sur les frais. Le lien est dans la description pour les intéressés. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire acheter du bitcoin, mais plutôt de vous apporter une ouverture sur ce qui est en train de se passer actuellement. Depuis le commencement, la monnaie n'a cessé d'évoluer, et elle continuera de le faire pour faire face à ces problématiques, qu'on le veuille ou non. Si on en revient aux deux rôles de la monnaie, le bitcoin semble être aujourd'hui une meilleure façon de déplacer de la valeur dans l'espace. J'en prends pour témoin la personne qui, en septembre dernier, a transféré l'équivalent de 2 milliards de dollars en bitcoin en seulement 10 minutes et pour à peine 1 dollar, là où, avec une banque traditionnelle, il y en aurait eu au minimum pour 20 millions de frais bancaires, avec un délai de 3 à 4 jours. Mais au-delà de ça, c'est surtout une meilleure façon de déplacer de la valeur dans le temps. Il n'y en a que 21 millions. Que vous croyez ou non dans cette proposition, il est intéressant à mon avis d'en détenir une petite quantité parce qu'on ne sait pas vraiment où ça peut aller. Et c'est d'ailleurs ce qu'a répondu Tim Cook, le PDG d'Apple, dans l'une de ses dernières interviews quand on lui a demandé son avis sur la question. Do you own crypto, any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I do, yeah. I think it's reasonable to own it as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody investment advice, by the way. J'aimerais finir cette vidéo en vous passant un message, celui de Satoshi Nakamoto qui a dit il y a plusieurs années, avant de sombrer dans le silence, cette phrase. Si vous n'y croyez pas ou si vous ne comprenez pas, je n'ai pas le temps de vous convaincre. Désolé.